Bonjour à tous. La séance est ouverte. Je suis heureuse de souhaiter en votre nom la bienvenue à une délégation du Parlement d'Estonie, conduite par Monsieur Kristo Envaga, président du groupe d'amitié Estonie-France. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première d'entre elles va être posée par Monsieur Boris Vallaud, président du groupe socialiste. Monsieur le Premier ministre, le spectacle est triste, la situation grave et la bascule vertigineuse. Un socle commun, manifestement de connivence avec votre gouvernement, faisant alliance avec le Rassemblement national pour voter le rejet d'un texte qu'il défend pourtant, non pour lui faire échec, mais pour interdire aux députés tout débat démocratique et le faire adopter discrètement par la droite sénatoriale, des parlementaires qui préfèrent l'obscurité du huis clos à la lumière de l'hémicycle. Un ministre de l'Intérieur témoignant un soutien déplacé aux manifestants qui faisaient pression sur le Parlement, au pied des tracteurs bloquant l'Assemblée nationale pour lancer peut-être sa campagne présidentielle. Une ministre de l'Agriculture en visite dans le Tarn-et-Garonne, appelant les agriculteurs, nous rapporte la presse, à cibler les élus de gauche, c'est-à-dire à la violence politique. Nous pensions la démocratie menacée à ses marges, la voici menacée en son cœur. Une loi démagogique, dangereuse, inefficace, mettant en cause l'autorité de la science, la santé humaine et en définitive l'avenir même de l'agriculture, fracturant la société qui ne demande qu'à faire bloc derrière ses paysans. Voilà, Monsieur le Premier ministre, où nous en sommes. Nous refusons cet agenda du désastre annoncé, désastre économique, écologique, agricole, désastre sanitaire, démocratique et en définitive moral. Monsieur le Premier ministre, nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier écologie et agriculture, agriculteurs et société. Nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier notre pays et faire face aux défis du monde. Nous sommes et nous resterons les vigies de notre bien commun, celui qui n'appartient pas à ce banc de l'hémicycle, l'état de droit et la démocratie. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous qu'en cédant à la démagogie et aux menaces de violence, vous soyez véritablement dans votre rôle, garant de nos institutions et de l'intérêt général? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallaud, est-ce que je puis vous rappeler que la motion de rejet, ce n'est pas le gouvernement qui l'a votée, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale l'a votée pour une raison que vous connaissez très bien, qui est la tentative de blocage par la multiplication de milliers d'amendements pour faire que ce texte ne puisse pas être examiné. Motion de rejet, vous connaissez très bien, puisque en décembre 2023, sur le texte immigration, vous avez vous-même fait adopter une motion de rejet de manière que le texte ne puisse pas être examiné. Ma conviction personnelle, puisque c'est moi que vous interrogez, c'est que la manière dont nous organisons les choses n'est pas durable et n'est pas responsable. Je pense qu'il faut que nous trouvions une manière d'organiser les dialogues et les débats de manière que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle, qu'il ne soit pas entièrement bloqué par tel ou tel groupe qui dépose des milliers d'amendements. Je veux simplement vous rappeler, mais vous le savez très bien, 3500 amendements à 3 minutes par amendement, c'est 15 jours pleins de débat. Et donc, de ce point de vue-là, et ces 15 jours de débat auraient empêché
l'examen du texte simplification, l'examen du texte Mayotte, l'examen peut-être du texte sur le statut des élus. Je pense que c'est une manière d'envisager la vie parlementaire qui fait que nos concitoyens voient blocage sur blocage et se détournent de la manière dont vous débattez. Ma conviction, en tout cas, et l'assurance que je vous donne, c'est qu'il n'est pas vrai qu'il y ait de la part du gouvernement la moindre pression sur les élus. Je ne l'ai jamais accepté et je ne l'accepterai jamais. Et ce qu'a dit la ministre de l'Agriculture, ça n'est pas de cibler. Elle a demandé aux agriculteurs d'expliquer à leurs élus quel était le texte. C'est la moindre des choses. C'est ce que vous faites que je sache. C'est ce que nous faisons. Les élus sont les représentants du peuple et il est normal que le peuple parle avec eux, sans pression. Voilà la raison pour laquelle je pense que nous devons trouver, mais ça n'est pas la première fois que je le dis, la présidente de l'Assemblée nationale a essayé de faire retirer des amendements. Et ces amendements, alors ce n'est pas de votre groupe que je parle, la présidente de l'Assemblée nationale a proposé de faire retirer des amendements, les groupes l'ont refusé. Nous avons une situation S'il vous plaît. Nous avons une situation qui doit nous permettre de trouver un jour des manières nouvelles d'examiner les textes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Vallot. Nous avons le devoir de débattre démocratiquement, dans la lumière et sous le regard des citoyens, pas dans le huis clos d'une CMP. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à présent à Madame Alexandra Masson pour le Rassemblement national. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le rapport sur les frères musulmans en France, commandé par votre propre ministère, dresse le portrait accablant d'une offensive islamiste organisée, structurée, infiltrée dans nos écoles, nos associations, nos institutions et jusque dans certains quartiers de la République. Ce rapport parle de faits documentés, vérifiés par les services de renseignement qui établissent l'existence d'une stratégie de conquête, de contournement des lois et d'entrisme idéologique à grande échelle. En résumé, Monsieur le ministre, comme le dénonce depuis des décennies le Rassemblement national, la République est infiltrée et minée de l'intérieur. Alors je vous pose la question, Monsieur le ministre. Souhaitez-vous vraiment faire de la lutte contre ces idéologies une priorité pour tous? Souhaitez-vous les faire sortir de l'ensemble des champs d'activité économiques, sociaux, culturels dans lesquels elles sont déjà présentes? Souhaitez-vous empêcher tout financement, direct ou indirect, de ces idéologies? Souhaitez-vous empêcher le prosélytisme de ces idéologies, que ce soit dans la fonction publique ou dans les entreprises? Souhaitez-vous éloigner du territoire français les étrangers islamistes? Souhaitez-vous faire de l'attachement à l'idéologie islamiste une circonstance aggravante dans le code pénal et créer une peine d'indignité nationale pour ceux qui prônent des idéologies islamistes? En clair, Monsieur le ministre, allez-vous enfin faire preuve d'une grande responsabilité et inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi déposée par Marine Le Pen depuis maintenant plus de 4 ans, Monsieur le ministre, visant à lutter contre les idéologies islamistes? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, ce rapport que j'ai trouvé en arrivant à Beauvau sur mon bureau a été commandé par 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Armées. C'est un rapport qui souligne très clairement une menace à la fois sur notre tissu associatif, sur les institutions républicaines et aussi sur la cohésion nationale. Face à cette menace, il faut bien entendu réagir et nous allons réagir évidemment dans 3 directions. L'important est d'une part que l'État se réorganise
parce que nous ne parviendrons pas à lutter contre l'entrisme islamiste si nous n'avons pas les bons outils, notamment en matière de renseignement. C'est la raison pour laquelle, un peu comme le terrorisme et exactement comme le narcotrafic, nous allons réorganiser l'État avec, là encore, une sorte d'état-major autour du renseignement territorial en matière de raisonnement et une sorte de parquet administratif pour la police administrative pour développer les entraves, notamment sur toutes les entrismes dans notre tissu associatif. La deuxième direction, la deuxième piste, c'est un arsenal qui va nous permettre de mieux tracer les circuits financiers, de faire en sorte de revoir le régime d'autorisation des ouvrages illicites et notamment étrangers, et de faire en sorte que, par exemple, pour les dévolutions de biens, lorsque les associations soient dissoutes, elles ne puissent pas les envoyer sur d'autres terres étrangères. Et enfin, il y a une stratégie clairement informationnelle. Je pense que face à cette stratégie qu'utilise l'entrisme de dissimulation, il faut précisément la transparence. C'est ce que nous avons fait en publiant précisément le rapport sur l'entrisme. C'est ce que nous ferons en formant les fonctionnaires, notamment les préfets, mais aussi en faisant avancer un certain nombre de connaissances sur ces mouvements islamistes par le biais notamment du savoir universitaire. Croyez-moi, nous ne tergiverserons pas et notre main sera très très ferme pour lutter contre ce que je considère comme une atteinte au tissu associatif, à la cohésion nationale et à la forme républicaine de nos institutions. Merci. La parole est à Madame la députée. Monsieur le ministre, vous le savez, et vous le savez mieux que personne, la réponse, elle ne peut être que législative, elle doit être concrète. Donc je vous le redemande, inscrivez la proposition de loi de Marine Le Pen qui répond à toutes les questions qui sont posées dans ce rapport, et c'est la seule solution qui nous permettra d'avancer concrètement. Merci, monsieur le ministre. Je vous remercie. Mes chers collègues, est-ce qu'on pourrait avoir moins de bruit dans l'hémicycle? Il y a un brouhaha constant qui gêne évidemment les orateurs et les ministres. Merci de faire silence. Monsieur le député Benoît Biteau pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Mon propos s'adresse à Monsieur Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Hier, vous êtes venu avec quelques dizaines de syndiqués munis de tracteurs devant le Palais Bourbon pour vous assurer qu'une majorité de députés déposerait le contournement de l'examen de la loi Duplon à l'Assemblée nationale. Votre corporatisme a séduit une grande partie du gouvernement, à commencer par Madame la ministre de l'Agriculture, qui n'existe qu'à travers vous. Mais votre corporatisme a tout de même quelques limites. Même au gouvernement, Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, se dit elle-même, je cite, contre la réintroduction des néonicotinoïdes. Votre corporatisme a également des limites au sein de la profession agricole. Quand vous vous réjouissez des avancées de ce texte, la Confédération paysanne, les agriculteurs bio, les apiculteurs dénoncent, eux, une loi mortifère au service des intérêts de l'agro-industrie. Alors, Madame Genevard, vous qui voulez faire adopter un texte obscurantiste contre la science, contre l'ANSES, contre la santé publique, pour préserver les intérêts d'agro-managers, pensez-vous vraiment être aux côtés du progrès, de l'agriculture de demain et des attentes sociétales? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Biteau. Comment aborder la réponse? D'abord, je vous signale, monsieur le député, les OPA, les organisations professionnelles agricoles, sont des corps intermédiaires qu'ils dialoguent, et je dialogue avec les 5 organisations syndicales agricoles constamment. Donc ne me faites pas le procès qui a été fait invariablement à tous les ministres de l'Agriculture d'être le porte-parole de tel ou tel. Maintenant, vous êtes de tous les députés, Monsieur Biteau, celui qui a déposé le plus d'amendements. Alors, ne vous étonnez pas, et comme le disait Bossuet, on ne peut pas déplorer les effets, dont on chérit les causes. Vous avez voulu empêcher le texte d'aller à son terme, vous en avez les conséquences. Cela étant, maintenant sur le fond du texte, je vous rappelle que c'est un texte d'initiative sénatoriale
qui est très attendu des agriculteurs, qui a fait l'objet d'un travail très précis avec ma collègue ministre de la Transition écologique. Et je vous rappelle que la position sur ce texte est celle du gouvernement. La position du gouvernement est celle qui a été défendue hier par un certain nombre de députés. Je vous rappelle que je suis trop respectueuse de la séparation des pouvoirs et du respect du travail parlementaire pour ne pas vous rappeler que c'est une majorité de députés qui a choisi de déposer cette motion de rejet pour permettre justement à la démocratie de s'exercer, c'est-à-dire à ce texte d'aller jusqu'à son terme. Merci beaucoup, et je Madame la Ministre. invité au dialogue entre les agriculteurs et les parlementaires. Merci. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, l'agriculture est un secteur stratégique parce que l'agriculture, c'est aussi l'alimentation de tout le monde, l'eau qu'on boit tous les jours, l'air qu'on respire à chaque instant, la santé de tous les concitoyens, y compris des agriculteurs de plus en plus victimes de maladies professionnelles. Pour toutes ces raisons-là, nous devons sortir des logiques corporatistes et replacer ces sujets dans un véritable débat de société. La société, elle est dehors. Elle a des choses à vous dire. Vous êtes ministre de l'Agriculture, de tous les agriculteurs, de tous les Français, pas de la FNSEA. Et donc choisissez d'engager des politiques publiques qui soutiennent durablement la bifurcation agroécologique. Nous donnons rendez-vous à toute la société pour refuser ce texte. Rendez-vous dans la rue, dans les universités, dans les cours de ferme pour refuser les pesticides, cancérogènes, mutagènes. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. J'associe à ma question Perrine Goulet. La semaine dernière, devant le tribunal de Vannes, les victimes du médecin Joël Le Squarnec ont dénoncé le silence de la société, mais plus grave encore, le silence du monde politique face à ce qu'elles avaient vécu et face à leur responsabilité, notre responsabilité. Aujourd'hui, ayons une pensée pour les victimes et pour leur souffrance, souffrance indélébile dans leur corps et leur âme. Nous ne pouvons tolérer que des abus sexuels aient pu se perpétrer de manière sérielle sans aucune véritable mesure n'ait été prise. Pire encore, alors qu'il avait déjà été condamné en 2005 pour recel d'images pédopornographiques. Aujourd'hui, le parquet a requis la peine maximale. Demain, le verdict doit être rendu. Mais pourquoi notre société n'a-t-elle pas su entendre? Mais pourquoi notre société n'a-t-elle pas su voir? Pourquoi notre société n'a-t-elle pas su prendre la mesure des événements? Il est urgent aujourd'hui de mieux prendre en compte les victimes de violences dans les familles, dans les clubs de sport, dans les écoles, en protection de l'enfance, dans les établissements de soins, dans les milieux artistiques, partout où nos enfants devraient se sentir protégés. L'invisibilisation que toutes ces victimes mineures dénoncent est légitime. Nous en portons notre part de responsabilité. Et en notre nom à tous, je tiens à leur présenter nos excuses, leur demander pardon, leur assurer que nous les entendons et qu'elles ne sont plus seules. Leurs affaires ne doivent pas être passées sous silence. Alors, pour que cette promesse ne soit pas vaine, comment nous assurer que notre société ait les moyens d'écouter, de croire et d'accompagner les victimes? Comment le gouvernement compte-t-il se mobiliser sur la lutte contre les violences, toutes les violences faites aux enfants, et nous assurer d'un plus jamais ça? Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Balanant. Et j'associe Madame Goulet évidemment dans ma réponse. Demain, le verdict sera rendu dans l'affaire Le Squarnec. Un procès hors norme qui se déroule dans des locaux d'université où tous les moyens ont été mis pour accompagner, vous le savez, les victimes pendant le procès, avant le procès et demain, après le procès. 220 parties civiles et des semaines de procès qui ont effectivement touché toute la société et toute l'opinion. Ce procès qui, pour le ministère de la Justice, représente un coût, 1 million d'euros, et surtout un coût, comme vous l'avez dit, pour l'avenir. Comment écouter davantage la parole des enfants?
C'est vrai de la part des policiers et des gendarmes qui travaillent sous l'autorité des procureurs de la République. C'est vrai de la part des magistrats. Mais vous l'avez dit, monsieur le député, c'est vrai de la part de toute la société. Le monde médical qui pourrait signaler davantage. Les sujets qui touchent le secret de la confession. Les difficultés des lieux d'accueil dans les écoles, dans les centres de loisirs, au sein des familles, puisque vous savez que le Squarneck est aussi cet exemple. C'est dans les familles que la plupart de ces violences se commettent. Et c'est aussi une loi, un peu de dignité pourrait nous aider pendant cette période particulière. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Des changements législatifs doivent avoir lieu et ils auront lieu. La prescriptibilité pour ceux qui sont victimes de violences qui sera, vous le savez, glissante avec le travail que fait notamment la ministre Berger. C'est aussi le fait que quand on fait des viols sériels, c'est dans la loi également que porte Aurore Berger avec le soutien de la chancellerie, que l'on en fasse 5 ou qu'on en fasse 100, c'est la même peine. Demain, ce sera 30 ans. Aujourd'hui, vous avez vu que le procureur de la République a requis 20 ans. Des changements profonds pour l'accueil des victimes, cela a été dit, et des changements profonds dans la société. Nous attendons beaucoup, en effet, du verdict de l'affaire de Squarneck. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Manon Meunier pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Madame la ministre de l'Agriculture, savez-vous ce qu'est le courage ? Le courage, c'est ce que vous n'avez pas eu hier, en actant un 49.3 déguisé sur la loi du plomb pour priver l'Assemblée nationale de débattre d'un sujet aussi fondamental que celui de la souveraineté alimentaire de la France. Car vous avez eu peur que nous révélions la véritable intention de votre texte. Parce que non, ce texte ne concerne pas la majorité des agriculteurs. Seuls 65 des 63 000 élevages bovins en France sont concernés par votre texte. La seule chose que fait ce texte pour l'élevage, c'est d'accélérer l'agrandissement des exploitations, toujours plus difficile à transmettre, à l'image de ces 65 élevages, justement, bien souvent tenus par l'agro-industrie. Mais vous allez me rétorquer, c'est pour la souveraineté alimentaire de la France. La souveraineté alimentaire, madame, ce ne sont pas ces élevages portés par des firmes qui exportent massivement pour leur profit. Ce ne sont pas ces élevages agro-industriels hyper consommateurs de matières premières importées, engrais, matériaux, alimentation animale, énergie. La souveraineté alimentaire, madame, c'est accepter de protéger celles et ceux qui nous nourrissent en France. C'est arrêter de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. La souveraineté alimentaire, madame, c'est d'abord et avant tout le droit d'un peuple de décider de son système alimentaire pour lui-même, le droit d'un peuple de refuser l'emploi d'un pesticide comme l'acétamipride, dangereux pour l'environnement, pour la santé et en premier lieu pour la santé des agriculteurs et des salariés agricoles. Alors oui, j'espère que vous avez honte, madame, honte d'avoir privilégié que l'avenir de notre agriculture soit décidé à huis clos par 7 députés et 7 sénateurs, honte de céder aux pressions d'Arnaud Rousseau qui ne prie que par ses propres intérêts financiers. La souveraineté alimentaire, madame, quand on est à votre place, c'est avant tout de cesser de gouverner par les seuls intérêts de l'agrobusiness. Mais encore pour cela, faudrait-il avoir un peu de courage. Je vous remercie. La parole est à madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Meunier. La souveraineté alimentaire, c'est fondamental, c'est la liberté d'un peuple, c'est son autonomie. Le jour où il n'y aura plus que des produits importés dans notre assiette, vous serez les premiers à pleurer. Puis-je vous rappeler quelques chiffres, madame la députée ? En 2000, nous étions, en matière de volaille, souverains à 149%. Aujourd'hui, seul un poulet sur 2 consommé en France y est élevé. La souveraineté alimentaire, madame la députée, ce n'est pas se satisfaire qu'un fruit et légumes sur 2 n'y est pas produit dans notre pays. La souveraineté alimentaire, c'est une arme géostratégique que des ennemis sont prêts à activer pour, par exemple, ce qu'on voit dans le conflit russo-ukrainien contre un peuple agressé. La souveraineté alimentaire, madame la députée, c'est prévoir l'avenir,
c'est préserver et sauvegarder l'assiette de nos enfants. Alors vous donnez des leçons, mais vous ne savez pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une souveraineté alimentaire qui est gravement menacée. S'il vous plaît. Par ailleurs, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, vous parlez de l'agroalimentaire comme étant l'agrobusiness. Madame la députée, là où il y a de la transformation, il y a de la production. Et là où il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de production. J'en veux pour preuve le blé dur. Comme nous ne transformons pas le blé dur, eh bien, évidemment, c'est un problème. Vous avez tort. L'agroalimentaire emploie 350 000 personnes dans notre pays et essentiellement dans les territoires ruraux. C'est une industrie remarquable qui a fait énormément d'efforts pour économiser l'eau, l'énergie, pour contractualiser avec les producteurs. Vous devriez défendre l'agroalimentaire parce qu'elle sert la production agricole. Mais vous ne savez pas cela, vous ne voulez pas le voir. Vous vous contentez de mantras qui ne correspondent en rien à la réalité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Peu, président du groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il y a 20 ans, jour pour jour, le peuple français s'exprimait pour la dernière fois par référendum. Le 29 mai 2005, il rejetait massivement le traité constitutionnel européen contre l'avis confiant d'une majeure partie des politiques, des médias et des sondeurs. Mais passé le traumatisme des élites, ce refus populaire fut rapidement piétiné, balayé, trahi par la ratification du traité de Lisbonne en 2008. Et en 2012, la promesse de campagne d'une renégociation sera reniée dès le lendemain de l'élection, aggravant davantage la défiance des Français à l'encontre de leurs gouvernants. Depuis, cette crise démocratique n'a cessé de croître. Et en 2023, un nouveau seuil a été franchi. Le gouvernement, aveugle ou inconscient, a imposé par 49-3, sans vote, la réforme des retraites, malgré l'opposition de la majorité des Français et une mobilisation sociale historique. Il a ensuite utilisé l'obstruction pour bloquer tous les débats sur le sujet. Et le président vient de refuser, il y a quelques jours, la proposition d'un référendum. Une plaie béante s'est ouverte dans notre démocratie et les Français ne sont pas prêts de tourner la page. Le 5 juin, le débat reviendra dans l'hémicycle grâce à notre résolution pour abroger cette réforme brutale et injuste. L'Assemblée pourra enfin, et pour la première fois, se prononcer au nom du peuple français. Ce vote traduira, nous n'en doutons pas, la volonté majoritaire des Français. Vous aurez alors, Monsieur le Premier ministre, l'occasion de tirer les conséquences de ce vote et ainsi réparer la fracture démocratique qui défigure notre République. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Serez-vous l'homme qui réconcilie ou celui qui laissera s'enquister cette blessure au cœur même de notre nation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Stéphane Peu. Alors je pourrais naturellement ajouter des arguments à ce que vous avez dit parce que historiquement, j'avais candidat à cette élection présidentielle, j'avais défendu l'idée que un référendum ne pouvait être changé, le résultat, que par un autre référendum. Je n'ai pas été entendu à cette époque et d'autres choix ont été faits. Je n'étais pas président de la République et je vois que vous le regrettez. Et donc la deuxième question, c'est évidemment sur les retraites. Sur les retraites, vous allez déposer un texte, on verra ce que vote cette Assemblée. Moi, je veux vous dire une chose certaine. Hier, la Cour des comptes a déclaré que les dépenses sociales étaient, je cite entre guillemets, hors de contrôle. Si nous ne sommes pas capables, tous, de prendre la situation comme elle est, d'essayer de construire
un projet qui puisse rassembler les sensibilités différentes autour d'une réalité qui nous rassemble elle aussi, alors nous allons vers de très graves déboires. Comme vous le savez, j'ai proposé que les organisations syndicales et les représentations des entreprises se réunissent dans ce qu'on a appelé un conclave. Le mot en ce début d'année a été à la mode. Ils sont au travail. Moi, j'ai bon espoir que ce progrès soit le progrès qu'ils réalisent ensemble soit capable de présenter un chemin qui puisse réunir très largement les sensibilités du pays. Mais je sais que la situation étant ce qu'elle est, il n'existe aucun chemin de progrès qui ne tienne compte de la réalité et ne choisisse au travers du temps un projet pluriannuel de retour à l'équilibre des finances publiques, des finances de l'action publique et des finances sociales du pays. Si nous nous éloignons de cette nécessité, nous allons avoir de très graves déboires et toute la société le paiera, toutes les entreprises, tous les salariés et toutes les familles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent Madame Laure Miller pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Il y a quelques jours maintenant, un rapport a été rendu public portant sur l'évaluation de la mouvance des frères musulmans. Ce rapport y dépeint leur stratégie d'entrisme à bas bruit dans notre pays et la diffusion de leur idéologie au sein de nos écosystèmes locaux. Nous le savons, les frères musulmans ont une stratégie qui repose en grande partie sur la victimisation. Or, cette stratégie est en partie gagnante aujourd'hui en raison de certains groupes ici même qui abîment le débat par leur posture idéologique et clientéliste. L'extrême droite en faisant l'amalgame entre islamisme et islam, et une partie du NFP en refusant de voir la menace en face, sont en réalité des alliés objectifs des frères musulmans. Et si la polarisation du débat public et médiatique ne semble laisser le choix qu'entre une dangereuse restriction de nos libertés publiques d'une part et la passivité coupable de l'autre, nous défendons une autre voie. En effet, la réponse est nécessairement multiple. Elle consiste sans aucun doute à soutenir nos concitoyens de confession musulmane qui pratiquent leur religion en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. Nous pensons que dénoncer l'entrisme des frères musulmans, c'est précisément protéger nos compatriotes de confession musulmane dont l'image est profondément abîmée par ceux qui dévoient leur religion. La réponse, elle réside aussi dans un réveil de notre promesse républicaine. C'est parce que notre République est en difficulté dans certains quartiers, parce que l'école a en partie perdu sa vocation émancipatrice, parce que nous avons laissé prospérer des discriminations dans notre pays, que l'islam radical s'est engouffré dans nos manquements. Enfin, la réponse doit nécessairement être aussi celle de mettre fin à nos petites lâchetés et nos grandes hypocrisies en faisant preuve d'intransigeance lorsqu'il s'agit de la moindre entaille faite à nos valeurs républicaines, qu'il s'agisse de la liberté de conscience chez nos enfants comme de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, Monsieur le Ministre, comment pouvez-vous organiser et permettre un débat serein et déterminé autour de ce rapport afin qu'il constitue le point de départ d'une action résolue pour la préservation de notre République contre toute forme d'entrisme? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, je connais votre engagement sur ces questions-là et vous avez raison de vouloir être intransigeante. Ce que je voudrais dire pour poser correctement le débat, c'est que cette intransigeance, j'observe qu'au niveau mondial, ce ne sont pas les démocraties occidentales qui l'ont, ce sont les pays musulmans. Donc en matière d'amalgame, ce que je voudrais redire ici, le pire des amalgames, ce serait d'assimiler et de confondre en réalité l'islamisme, les islamistes et l'islam et les musulmans. Ça, c'est le pire des amalgames. Il faut, et mon souhait est de faire en sorte que nos compatriotes musulmans puissent exercer leur liberté de culte, parce que c'est aussi cela, la laïcité, et j'y tiens par-dessus tout. L'entrisme a ceci de particulier que par rapport au séparatisme, le séparatisme, lui, prétend à créer des petites contre-sociétés, séparées précisément de la communauté nationale. L'entrisme, lui, veut tordre nos règles pour acclimater ces règles-là.
les règles de la République pour les acclimater précisément à un agenda islamiste. Il faut être bien sûr intransigeant. C'est la raison pour laquelle nous allons nous déployer dans 3 directions. La première, réorganiser totalement l'État. C'est absolument fondamental. Réarmer l'État avec un nouvel arsenal pour traquer les circuits financiers, pour faire en sorte que notamment en matière de publication des ouvrages illicites, on ait de nouvelles armes, pour faire en sorte aussi que ce qui s'est passé pour Baraka City, pour le CICF, lorsqu'ils ont été dissous, ils ont eu le temps d'entreprendre une dévolution de leurs biens, les uns à Londres et les autres en Belgique. Ça n'est pas normal. Et là encore, il y a un combat des idées. Il y a un combat des idées qu'il vous faut mener dans le grand public, en informant le grand public, mais aussi en matière d'information pour les fonctionnaires, mais aussi pour les associations d'élus. Notre main ne tremblera pas. Et je pense que ce combat-là est un combat profondément républicain. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Laurent Mazory pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question, à laquelle j'associe l'ensemble de mon groupe Lyot et particulièrement mon collègue Christophe Naegelen, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La situation à Gaza est catastrophique. Elle est depuis des mois, depuis des semaines, et ne cesse de se détériorer dans un contexte où l'aide humanitaire autorisée à nouveau à pénétrer sur le territoire par Israël est largement, très largement en dessous des besoins réels de la population. Monsieur le ministre, vous avez récemment évoqué à nouveau la nécessité de respecter le droit international dans le cadre du conflit à Gaza. Bien évidemment, le Hamas est une organisation terroriste qui manipule les esprits des populations et utilise quotidiennement les habitants de Gaza comme des boucliers humains. Le pogrom odieux du 7 octobre 2023 est le pire crime perpétré contre le peuple juif depuis la Shoah, mais pour autant, à ce jour, le droit de l'État d'Israël à se défendre et à voir tous les otages libérés par le Hamas a largement dépassé la limite du tolérable par l'intensité des bombardements sur les civils. L'État d'Israël tombe par ailleurs de fait dans un autre des pièges tendus par le Hamas, celui de l'image d'un État qui tue une population palestinienne déjà en état de dénuement absolu et envoie donc dans les bras du terrorisme pour des dizaines d'années à venir des centaines d'enfants de Gaza. Monsieur le ministre, comment la France évalue-t-elle ces actions au regard de leur conformité avec le droit humanitaire international, tout en prenant en compte la légitime sécurité d'Israël, ainsi que le contexte de souffrance et de revendication du peuple palestinien ? Quelles initiatives la France entend-elle promouvoir pour favoriser un respect strict des droits humains et encourager une désescalade durable dans ce conflit ? Enfin, Monsieur le ministre, confirmez-vous que pour peser sur la situation, la France s'apprête à reconnaître l'État de Palestine ? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, avant de répondre à Monsieur le député et avec votre autorisation, je voudrais me réjouir avec vous du retour à l'instant sur le territoire national de notre compatriote Théo Clair, après 422 jours de détention et à la faveur d'une grâce du président de l'Azerbaïdjan. C'est l'honneur et la fierté de la diplomatie française et de ses agents d'avoir œuvré sans relâche à sa libération. Monsieur le député, vous avez raison de souligner que la situation humanitaire se dégrade considérablement à Gaza. Depuis 2 mois que le cessez-le-feu a été brisé, c'est plus de 4000 personnes qui ont perdu la vie, sans doute une majorité de femmes et d'enfants, l'histoire nous le dira. Et ce sont plus de 70 000 enfants qui aujourd'hui sont en attente de traitement d'urgence. Alors certes, depuis quelques jours, l'aide humanitaire réaccède à Gaza de manière très insuffisante, comme vous l'avez dit. À ce sujet, le système mis sur pied par le gouvernement israélien pour distribuer l'aide humanitaire ne répond pas au pilier de l'aide humanitaire, le pilier d'humanité, d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. Et c'est pourquoi nous nous y opposons. Les agences des Nations Unies, les travailleurs humanitaires doivent pouvoir réaliser leur mission sans délai à Gaza. Puis vous avez évoqué la question de la sécurité. Et nous le disons avec force, les offensives militaires sont une impasse. Elles hypothèquent la sécurité d'Israël. Et c'est la France qui le dit, qui est indéfectiblement attachée
à la sécurité d'Israël et qu'il l'a montré en mobilisant ses moyens militaires lorsqu'Israël a été attaqué. Et nous le disons avec force au peuple israélien, il existe une autre solution politique qui passe par le désarmement du Hamas, par la réforme de l'autorité palestinienne, par l'intégration d'un État de Palestine et de l'État d'Israël dans une architecture régionale de sécurité et par ces reconnaissances auxquelles nous travaillons de cet État de Palestine, seule voie vers la stabilité et la paix dans la région. Merci beaucoup.